Le doux ronronnement du chauffage était le seul bruit qui rompait le silence de la maison de banlieue sur Maple Street. C'était un mardi soir tranquille de début octobre, le genre de nuit où le monde au-delà des 4 murs semblait presque disparaître. Whitney était blottie sous la couette moelleuse, perdue dans un sommeil sans rêve, l'esprit merveilleusement vide après une longue journée à son nouveau travail. Mark et Whitney étaient mariés depuis 5 ans, et bien que les choses ne fussent pas parfaites, elle pensait qu'ils étaient heureux. Ils s'étaient rencontrés à l'université, étudiant tous les deux le commerce, bien que Mark eût toujours été plus ambitieux qu'elle. Il venait d'une famille aisée de Boston, tandis qu'elle était une fille de petite ville du Maine. Sa mère, Catherine, n'avait jamais vraiment approuvé Whitney, mais elle avait toujours espéré qu'avec le temps, les choses changeraient. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h17 du matin, lorsqu'un cri perçant déchira la nuit paisible, réveillant Whitney en sursaut. Son cœur battait la chamade alors qu'elle se redressait, désorientée, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Au pied du lit se tenait Mark, le visage déformé par la colère, ses cheveux habituellement bien coiffés en désordre, et ses yeux flamboyants d'une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sors d'ici » hurla-t-il, la voix tremblante de dédain. Avant que Whitney ne puisse réagir, il attrapa les couvertures et les jeta loin d'elle, la laissant frissonnante dans sa fine chemise de nuit en coton. « Mark, qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle, la voix faible et confuse. Mais il n'écoutait pas. Il se précipita vers leur dressing, arracha son manteau de son cintre et le lui fourra dans les mains. « Tu n'as pas nettoyé la salle de bain comme ma mère te l'a dit » cracha-t-il, ses mots dégoulinant de venin. « Je n'aurai pas de femme insubordonnée chez moi. Tu ne mérites pas d'être ici si tu ne peux pas suivre les ordres. » Whitney resta assise là, abasourdie. Catherine avait mentionné quelque chose à propos de la salle de bain des invités lorsqu'elle était venue dîner plus tôt dans la soirée, mais Whitney n'avait pas réalisé que c'était un ordre. Elle avait été si épuisée après le travail. Ils avaient partagé un délicieux repas. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer si vite ? « Mark, s'il te plaît » implora-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Il est en plein milieu de la nuit. Ne pouvons-nous pas en parler demain matin ? Ces mots semblèrent rebondir sur lui, inaudibles et ignorés. Il lui attrapa le bras, pas tout à fait brutalement mais avec une urgence qui l'effraya, et la tira hors du lit. « Non, dit-il fermement. Tu dois apprendre ta place. Ma mère avait raison à ton sujet depuis le début. » Alors qu'il la faisait descendre les escaliers, des souvenirs des derniers mois traversèrent l'esprit de Whitney. La tension s'était accumulée, réalisa-t-elle. Mark travaillait plus longtemps, rentrait stressé et irritable. Les visites de sa mère étaient devenues plus fréquentes, et à chaque fois, Whitney s'était sentie de plus en plus comme une étrangère dans sa propre maison. Ils atteignirent la porte d'entrée, et Mark l'ouvrit brusquement. L'air froid d'octobre frappa Whitney comme une gifle au visage. « Mark, s'il te plaît. » Elle essaya une dernière fois, la voix brisée. « Ne fais pas ça. » Ses yeux étaient froids, insensibles. « Ne reviens pas tant que tu n'auras pas compris ta place, » dit-il, la voix basse et menaçante. Sur ce, il lui donna une légère poussée, et elle trébucha sur le porche. La porte claqua derrière elle avec une finalité qui résonna dans la rue calme. Whitney resta là, frissonnante dans sa chemise de nuit, serrant son manteau contre sa poitrine. Les rues du quartier de banlieue étaient étrangement silencieuses, les maisons sombres et sans vie. Un seul lampadaire vacillait au bout de l'allée, projetant de longues ombres sur la pelouse soigneusement entretenue. Des larmes coulaient sur son visage alors que la réalité de la situation la frappait. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance, venait de la jeter hors de leur maison au milieu de la nuit, pour une salle de bain, pour les désirs de sa mère. Comment en était-il arrivé là ? Enfilant son manteau, reconnaissante de sa chaleur, Whitney commença à marcher. Elle n'avait aucune destination en tête. Elle savait juste qu'elle ne pouvait plus rester sur ce porche, à fixer la porte qui s'était si brusquement refermée sur sa vie conjugale. Tandis qu'elle marchait, son esprit s'emballait, rejouant des moments de leur relation. Le jour où ils s'étaient rencontrés au café du campus, se liant d'amitié autour de leur amour commun pour les shellac et le rock classique. Leur premier appartement après l'obtention de leur diplôme, un minuscule studio dont ils avaient été si fiers. La demande en mariage dans son restaurant préféré, Mark à genoux, promettant de l'aimer et de la chérir pour toujours. Quand les choses avaient-elles commencé à changer ? Était-ce lorsque Mark avait obtenu sa promotion l'année dernière, et que soudainement les opinions de sa mère semblaient compter plus que jamais ?
Où était-ce plus tôt? Ces petits moments où il avait rejeté ses opinions, levé les yeux au ciel devant ses suggestions? Whitney se retrouva dans le petit parc au bout de leur rue. C'est là qu'ils avaient l'habitude de pique-niquer les dimanches après-midi paresseux, à l'époque où ils faisaient encore ce genre de choses. Maintenant, dans l'obscurité de la nuit, il semblait étranger et inhospitalier. Elle s'affaissa sur un banc, ramena ses genoux contre sa poitrine, et laissa enfin éclater les sanglots qu'elle avait retenus. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles des vieux chênes qui bordaient le parc. Au loin, un chien aboya, et quelque part, une alarme de voiture retentit brièvement avant de se taire à nouveau. La normalité de ses sons semblait surréaliste face au chaos de ses émotions. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, la colère commença à s'infiltrer. Comment osait-il la traiter ainsi? Elle n'était pas une domestique à qui l'on donnait des ordres, une épouse soumise d'un autre siècle. Elle avait un travail, une carrière qu'elle construisait. Elle contribuait à leur ménage financièrement et émotionnellement. Et pourtant, la voilà, jetée comme les ordures de la veille parce qu'elle n'avait pas immédiatement sauté pour satisfaire les caprices de sa mère. Catherine, rien que de penser à elle faisait bouillir son sang. Elle ne l'avait jamais aimée, avait toujours pensé qu'elle n'était pas assez bien pour son précieux fils. Trop ordinaire, trop indépendante, pas de la bonne famille. Elle avait tant essayé de la gagner, d'être la belle-fille qu'elle voulait, mais rien n'était jamais assez bien. Et Marc, comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il accorder plus de valeur aux exigences mesquines de sa mère qu'à leur mariage, aux vœux qu'ils s'étaient faits l'un à l'autre? Le Marc dont elle était tombée amoureuse au début n'aurait jamais fait ça. Il l'aurait défendu, protégé. Quand était-il devenu cet étranger qui pouvait si cruellement la jeter dehors au milieu de la nuit? Au fil des heures, sa colère laissa place à une tristesse profonde et douloureuse. La vie qu'elle pensait avoir, l'avenir qu'elle avait imaginé pour eux, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Marc viendrait-il la chercher? Réaliserait-il ce qu'il avait fait et s'excuserait-il? Où était-ce vraiment la fin? Le ciel à l'est commença à s'éclaircir, les premières lueurs de l'aube perçant l'obscurité. Elle était épuisée, physiquement et émotionnellement. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, et son corps lui faisait mal à cause du froid et du banc inconfortable. Mais alors qu'elle regardait le soleil se lever lentement, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, un calme étrange s'installa en elle. Ce moment, aussi douloureux soit-il, ressemblait à un tournant. La femme qui s'était endormie dans cette maison la nuit dernière n'était pas la même femme, assise sur ce banc de parc maintenant. Quelque chose avait changé de manière irréversible. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir à la façon dont les choses étaient. Alors que le quartier commençait à s'animer, les lève-tôt partant pour leur jogging matinal ou promenant leurs chiens, elle se leva. Ses jambes étaient raides, et son dos protestait contre le mouvement, mais elle se tenait droite. Elle prit une profonde inspiration d'air frais du matin et commença à marcher, non pas vers la maison, mais vers l'arrêt de bus au bout de la rue. Elle avait un travail à faire, une réunion avec le PDG qu'elle ne pouvait pas manquer. Marc l'avait peut-être jeté hors de leur maison, mais il ne pouvait pas lui enlever sa dignité, sa carrière, son identité. En attendant le bus, elle se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face selon ses propres termes. Le soleil était levé, un nouveau jour avait commencé, et avec lui peut-être un nouveau chapitre de sa vie. Le trajet en bus vers la ville fut un enchaînement flou de lampadaires et de navetteurs matinaux. Elle s'assit à l'arrière, essayant de se faire aussi petite que possible, cruellement consciente de son apparence débraillée. Sa chemise de nuit dépassait de son manteau boutonné à la hâte, et elle sentait les regards curieux des autres passagers. Mais leurs regards n'étaient rien comparé au tumulte qui faisait rage en elle. Alors que les vues familières du centre-ville de Boston apparaissaient, elle réalisa qu'elle n'avait pas de véritable plan. Son sac à main, son téléphone, son portefeuille. Tout était encore à la maison. La maison. Le mot sonnait creux maintenant, souillé par le souvenir du visage en colère de marquer de ses paroles cruelles. Elle n'avait que les vêtements qu'elle portait et la petite monnaie qu'elle avait miraculeusement trouvée dans la poche de son manteau. Le bus s'arrêta en sifflant près du quartier financier où elle travaillait. Il était à peine 6 heures du matin, et les rues commençaient tout juste à s'animer avec les lève-tôt. Elle descendit du bus, l'air glacial d'octobre lui mordant les jambes nues. Les imposants bâtiments de verre et d'acier qui la remplissaient habituellement d'un sentiment de détermination la dominaient maintenant de manière menaçante, lui rappelant à quel point elle se sentait petite et vulnérable. Elle erra sans but,
son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Colère contre Mark pour son traitement cruel, confusion sur la façon dont leur relation s'était détériorée à ce point, peur de ce que l'avenir lui réservait, et sous tout cela, un sentiment croissant de détermination. Elle refusait de se laisser briser. En marchant, les souvenirs de leur vie ensemble défilaient comme un film doux amer dans son esprit. Leur premier rendez-vous au pittoresque restaurant italien sur Hanover Street dans le North End, où Mark l'avait charmé avec sa connaissance du vin et son rire contagieux. Les week-ends à Cape Cod, où ils s'étaient promenés main dans la main le long de la plage, rêvant de leur avenir ensemble. Le jour où ils avaient emménagé dans leur maison en banlieue, plein d'espoir et de projets pour la vie qu'ils allaient construire. Mais ces souvenirs heureux étaient maintenant éclipsés par des souvenirs plus récents. L'irritabilité croissante de Mark, son obsession grandissante pour sa carrière et son statut, la façon dont il avait commencé à se ranger aux opinions de sa mère plutôt qu'aux siennes. Les pics subtils, les yeux levés au ciel, le ton dédaigneux lorsqu'elle parlait de son propre travail. Whitney se retrouva au Boston Public Garden, la même où Mark l'avait demandé en mariage 2 ans auparavant. Le soleil montait plus haut maintenant, jetant une lueur dorée sur le lagon. Quelques joggeurs passèrent, et un canard occasionnel cancana, rompant le silence matinal. Elle s'affaissa sur un banc, l'épuisement la gagnant finalement. Assise là, regardant la ville s'animer autour d'elle, un calme étrange commença à s'installer en elle. Le choc et la douleur initiaux laissaient place à autre chose, une résolution tranquille et brûlante. Elle pensa à la réunion qu'elle avait prévue avec M. Johnson, le PDG de son entreprise. C'était une opportunité pour laquelle elle avait travaillé dur, une chance de faire ses preuves et potentiellement d'assumer plus de responsabilités. La voix de Mark résonna dans sa tête. « Tu ne mérites pas d'être ici si tu ne peux pas suivre les ordres. » Ces mots, destinés à la diminuer, attisaient maintenant un feu en elle. Elle méritait d'être ici. Elle méritait le respect, l'amour et le soutien. Et si Mark ne pouvait pas lui fournir cela, peut-être était-il temps qu'elle se tienne debout toute seule. Un jogger passa, lui lançant un regard inquiet. Elle devait faire peine à voir. Une femme en chemise de nuit et manteau, assise seule dans le parc à l'aube. Mais pour la première fois depuis que Mark l'avait jetée dehors, elle ne se sentait pas honteuse. Elle se sentait libre. La prise de conscience la frappa avec une force surprenante. Pendant 4 ans, elle avait essayé de se conformer au moule de ce que Mark et sa famille attendaient. Elle avait réprimé des parties d'elle-même, s'était faite plus petite pour éviter de faire des vagues. Mais maintenant, chassée et seule, elle ressentait un étrange sentiment de libération. Il n'y avait personne à satisfaire à part elle-même. Alors que la matinée avançait, elle sut qu'elle devait trouver ses prochaines étapes. La réunion avec M. Johnson était dans quelques heures, et elle ne pouvait pas se présenter dans cet état. Elle avait un peu d'argent. Pas beaucoup, mais assez pour un café et peut-être quelques vêtements bon marché dans un magasin discount. Elle se dirigea vers un petit café sur Boston Street, un endroit qu'elle fréquentait pendant ses pauses déjeuner. La barista, une jeune femme sympathique nommée Sarah, la regarda à 2 fois quand elle la vit. « Nuit difficile ?» demanda Sarah avec sympathie en lui tendant son shellac habituel. Whitney réussit un faible sourire. « On peut dire ça. » Sarah hésita un instant, puis se pencha. « Écoutez, nous avons un petit vestiaire à l'arrière pour les employés. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, je pourrais vous laisser l'utiliser. » Sans poser de questions. Sa gentillesse faillit faire monter les larmes aux yeux de Whitney. « Merci, murmura-t-elle. Ce serait incroyable. » Dans le minuscule vestiaire, elle s'aspergea le visage d'eau et tenta de dompter ses cheveux rebelles. Sarah lui prêta même un t-shirt, ce qui était une nette amélioration par rapport à la chemise de nuit. En se regardant dans le miroir, elle se reconnut à peine. Ses yeux étaient bouffis d'avoir pleuré. Et il y avait une lassitude sur son visage qui n'était pas là hier. Mais il y avait autre chose aussi. Une détermination dans son regard qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Se sentant un peu plus humaine, elle partit à la recherche de vêtements. Un magasin discount à quelques pâtés de maison de la lui permit de trouver une simple jupe noire et un chemisier blanc. Pas tout à fait à la hauteur de ses standards professionnels habituels, mais assez présentable. Elle se changea dans leur cabine d'essayage, fourrant sa chemise de nuit dans un sac en plastique. Chaque petit pas, le café, le t-shirt emprunté, les nouveaux vêtements ressemblaient à une petite victoire, une reconquête de sa dignité.
Alors qu'elle se dirigeait vers son immeuble de bureau, son esprit se tourna vers les aspects pratiques de sa situation. Elle avait besoin d'un endroit où rester, au moins temporairement. Elle devait récupérer ses affaires de la maison. Et elle devait décider ce qu'elle allait faire de son mariage. L'idée d'affronter à nouveau Marc la remplissait d'un mélange d'effroi et de colère. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas l'éviter éternellement. Les portes vitrées familières de son immeuble de bureau se dressaient devant elle. Elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules et entra. Le gardien de sécurité lui fit un signe de tête, ne la reconnaissant manifestement pas dans sa tenue improvisée. Alors qu'elle montait en ascenseur jusqu'à l'étage de la direction, un étrange sentiment de calme s'installa en elle. Quoi qu'il arrive lors de cette réunion, quels que soient les défis à venir, elle savait une chose avec certitude. Elle en avait fini de laisser les autres dicter sa valeur. Marc, sa mère, ce travail aucun d'eux ne la définirait plus. Elle était sa propre personne, capable et forte. Et il était temps qu'elle commence à agir comme telle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et elle pénétra dans le couloir moquetté et luxueux. L'assistante de M. Johnson leva les yeux, la surprise traversant son visage à la vue de l'apparence de Whitney. Mais elle ne lui laissa pas le temps de commenter. « Je suis ici pour ma réunion avec M. Johnson, dit-elle, la voix ferme et confiante. L'assistante hocha la tête, décrochant le téléphone. « Monsieur Johnson, votre rendez-vous de 9 heures est là. » En attendant d'être appelée, elle aperçut son reflet dans la surface réfléchissante d'un cadre photo voisin. La femme qui la regardait était fatiguée, un peu négligée. Mais il y avait un feu dans ses yeux qui n'y était plus depuis des années. C'était le début de quelque chose de nouveau. Une fissure s'était formée dans la façade de son mariage à 2 heures du matin. Mais de cette fissure émergeait une version plus forte et plus authentique d'elle-même. Quoique aime. Johnson est à dire, quel que soit l'avenir, elle était prête à y faire face. La voix de l'assistante interrompit ses pensées. « Monsieur Johnson va vous recevoir maintenant. » Elle prit une dernière profonde inspiration, lissa ses vêtements et se dirigea vers la porte du bureau. En tendant la main vers la poignée, elle remercia silencieusement Marc de l'avoir jetée dehors. Il pensait la remettre à sa place, mais au lieu de cela, il l'avait libérée, et elle ne reviendrait jamais en arrière. En entrant dans le bureau de M. Johnson, elle était cruellement consciente de sa tenue dépareillée et de son apparence moins que soignée. La moquette épaisse étouffait ses pas, et le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées, illuminant la pièce spacieuse. Monsieur Johnson, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux poivre et sel et aux yeux bienveillants, se leva de derrière son imposant bureau en acajou. « Bonjour, dit-il, le front légèrement plissé en observant son apparence. « Est-ce que tout va bien ?» Elle hésita un instant, ne sachant comment expliquer sa situation sans paraître non professionnelle. « J'ai eu une matinée imprévue, Monsieur Johnson, mais je suis là et prête pour notre réunion. » Il hocha la tête, lui faisant signe de s'asseoir. « Eh bien, votre dévouement est admirable. Commençons ?» Alors qu'il plongeait dans la discussion sur le nouveau projet de l'entreprise, elle sentit une vague de confiance. Malgré le chaos des dernières heures, son esprit était vif, ses idées fusaient librement. Monsieur Johnson écoutait attentivement, hochant la tête et prenant des notes pendant qu'elle parlait. « Je dois dire, dit-il après qu'elle eut fini d'exposer sa proposition, je suis impressionné. Vous y avez manifestement beaucoup réfléchi. Votre perspective est exactement ce dont nous avons besoin pour ce projet. » Ces paroles la remplirent d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ici, dans ce bureau, ses idées étaient valorisées. Sa voix était entendue. C'était un contraste F. T. Lança Greg. C'est impossible. Mathilda sortit un dossier. Ces documents disent le contraire. Votre conseil d'administration a déjà approuvé la vente. Il ne savait juste pas à qui il vendait. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Les appareils photo crépitaient. Lisa s'était affalée sur une chaise, le visage pâle. Mais, les biscuits, chuchota TL. Les covoiturages. Les réunions de l'APE. J'ai tout fait, dit Mathilda, la voix ferme. J'ai dirigé cette société et entretenu notre maison. Parce que c'est ce que tout le monde attendait de moi. Personne n'a pensé à regarder plus profondément. Parce que personne ne pensait que j'étais capable de plus. Harry, Auriel dans le texte original, je vais utiliser Harry pour la cohérence, se tenait figé, son monde s'effondrant visiblement.
Pendant tout ce temps. Ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant tout ce temps. Greg frappa des mains sur la table. C'est un coup monté. Vous ne pouvez pas. Elle le coupa, faisant glisser des papiers sur la table. Les finances, les projections, les détails de la fusion. Tout ce que vous avez rejeté lorsque j'ai essayé d'en discuter à ce gala. En disant que je devrais m'en tenir à l'organisation de fête. Les membres du conseil examinèrent les documents, hochant la tête avec approbation. Le visage de Greg devint plus rouge. Vous le regretterez, siffla-t-il en se dirigeant vers la porte. Je vais me battre. Votre conseil a déjà voté, annonça David. C'est fait. Alors que Greg claquait la porte derrière lui, Mathilda se tourna vers sa famille. Les yeux de Lisa étaient écarquillés de choc, et autre chose. Était-ce de l'admiration? Maman? Commença Lisa. Madame Davison, interrompit un journaliste. Comment avez-vous réussi à garder ce secret si longtemps? Elle leva une main. Je répondrai aux questions plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin d'un moment avec ma famille. Les membres du conseil et les journalistes sortirent, les laissant seuls dans l'immense salle de conférence. L'écran affichait toujours ces réalisations, projetant une lueur bleue sur leur visage. La voix de Lisa se brisa. Toutes ces fois où je t'ai traité de paresseuse. Quand j'ai dit à mes amis que tu ne faisais rien de la journée. Ces mots ont fait mal, admit-elle. Mais ils m'ont aussi motivé. Chaque commentaire dédaigneux, chaque roulement d'yeux, chaque fois que vous m'avez tous les deux traité comme si je n'étais rien d'autre qu'une femme au foyer. Ça m'a alimenté. Harry, Auriel, ça fait ça sur une chaise. La société dont j'ai lu des articles dans les journaux. Le mystérieux géant de la technologie que tout le monde essayait d'identifier. C'était toi. C'était moi. Elle se tenait droite, laissant enfin paraître sa puissance. Et maintenant, vous savez exactement qui je suis. La porte s'ouvrit brusquement. Grace se précipita à l'intérieur. Mathilda, Greg convoque une conférence de presse d'urgence. Il menace de tout révéler sur ta vie personnelle. Elle sourit, se sentant plus vivante que jamais. Laisse-le essayer. J'en ai fini de me cacher. Regardant sa famille stupéfaite, elle ajouta, nous avons tous du rattrapage à faire. On déjeune maintenant? La salle à manger privée semblait plus petite que d'habitude. Le poids des mots non dits flottait dans l'air. Lisa poussait sa salade dans son assiette tandis qu'Harry, Auriel, fixait son steak intact. Alors, Mathilda rompit le silence. Des questions? Combien? Demanda doucement Harry, Auriel. Combien vaux-tu? La société est évaluée à un peu plus de 4 milliards de dollars, dit-elle en buvant une gorgée d'eau. Ma valeur nette personnelle est d'environ 1,2 milliard de dollars. La fourchette de Lisa tomba bruyamment contre son assiette. Milliard, avec un M, cette maison de vacances à Aspen que tu voulais l'été dernier, continua Mathilda. Elle m'appartient. En fait, je possède tout le lotissement. Mais tu as dit qu'on ne pouvait pas se le permettre, chuchota Lisa. Non. J'ai dit que nous ne devrions pas étaler notre argent. Il y a une différence. La porte s'ouvrit à nouveau brusquement. Grace se précipita à l'intérieur, une tablette à la main. Greg est en direct sur CNBC en ce moment. Elle fit un signe de tête à David, qui attrapa la télécommande et alluma l'écran mural de la salle à manger. Le visage rouge de Greg remplit l'écran. Sa cravate était de travers. Cette OPA hostile est une fraude, disait-il. Cette femme, cette prétendue PDG, ce n'est qu'une femme au foyer qui joue à la femme d'affaires. Coupe le son. Ordonna TL. Laisse-le divaguer. Les papiers sont signés. Maman? Lisa se pencha en avant. Toutes ces fois où tu étais au téléphone dans ton bureau. Réunion du conseil, acquisition, direction d'une entreprise mondiale. Et les cours de cuisine? Des couvertures. Bien que j'ai effectivement appris à faire un soufflet décent. Harry, Auriel, leva enfin les yeux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Elle posa sa fourchette. Tu te souviens quand j'ai suggéré d'investir dans cette start-up il y a 7 ans? Tu as ri et tu m'as dit de m'en tenir aux courses. Je ne voulais pas dire? Si, tu le voulais. Elle se tourna vers Lisa. Et toi, maman si basique.
Tout ce qu'elle fait, c'est des biscuits. Papa est le seul qui travaille vraiment. Les yeux de Lisa se remplirent de larmes. Je suis tellement désolé. La porte s'ouvrit à nouveau brusquement. David entra. Mathilda. Greg manœuvre. Il appelle des faveurs pour essayer de geler nos actifs. Elle se leva en lissant son blazer. Excusez-moi un instant. N'hésitez pas à commander un dessert. Je peux regarder? Demanda Lisa avec hésitation. Elle marqua une pause puis hocha la tête. Viens. Elles se dirigèrent vers son bureau. Harry, Auriel, traînant derrière. Elle s'assit à son bureau. Les doigts volaient sur le clavier pendant que David et Grace se coordonnaient avec l'équipe juridique. Transférer tout sur les comptes offshore, ordonna-t-elle. Exécuter le protocole Delta. Lisa chuchota à Grace. Qu'est-ce qui se passe? Grace sourit. Ta mère est sur le point de montrer à Greg pourquoi il ne faut pas la sous-estimer. Mathilda prit son téléphone, le mettant sur haut-parleur. Bonjour, Greg. Tu crois que tu as gagné, gronda Théil. Je gèle tous les comptes. Déjà déplacé, le coupa TL. Et pendant que tu faisais ta petite crise à la télé, mon équipe a acquis une participation majoritaire dans tes holdings privés. Vérifie tes comptes personnels. Silence. Puis, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? La même chose que tu as essayé de me faire. Sauf que j'ai réussi. Elle se pencha en arrière. Voudrais-tu reconsidérer cette conférence de presse? Tu ne peux pas. Je peux. Je l'ai fait. Elle sourit. Et Greg, tu te souviens quand tu m'as dit à ce gars-là que je devrais m'en tenir à l'organisation de vente de gâteaux? J'ai fait des biscuits ce matin. Tu en veux? Ils ont le goût de la victoire. La ligne devint silencieuse. Lisa la regardait, bouche bée. Même Harry, Auriel, avait l'air impressionné. Oh la vache, souffla Lisa. Ma mère est une dure à cuire. Langage, corrigea-t-elle automatiquement. Puis elle sourit. Mais oui, je le suis. La tablette de Grace sonna. Greg retire ses déclarations. Le conseil publie une déclaration soutenant l'acquisition. Et ça, dit Mathilda en se levant, c'est comme ça qu'on conclut un accord. Lisa chuchota. Toutes ces fois où je me vantais du travail de papa. Tu dirigeais cet empire, tout en préparant mon déjeuner, en m'aidant avec mes devoirs, et oui, en faisant des biscuits. Mathilda se tourna vers Harry, Auriel. Je n'ai jamais eu besoin de ton argent. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Je voulais juste du respect. Harry, Auriel, s'avança. Ma chérie. Son assistante passa la tête. Madame Davison, la presse demande une déclaration. Mathilda regarda sa famille. Voulez-vous voir ce que maman fait réellement toute la journée? Lisa hocha la tête avec empressement, tandis qu'Harry réussit un faible sourire. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de presse, Lisa lui attrapa la main. Maman, ces biscuits que tu as faits ce matin, étaient-ils vraiment des biscuits de la victoire? Non, ma chérie, dit-elle en serrant la main de Lisa. C'étaient des biscuits, je t'aime même quand tu me sous-estimes. Les biscuits de la victoire sont encore au four à la maison. En parlant de maison, dit doucement Harry. Je suppose que cela explique pourquoi tu as insisté pour cette rénovation de cuisine dernier cri l'année dernière. En fait, sourit-elle. C'était juste parce que j'aime vraiment cuisiner. Être PDG ne signifie pas que je ne peux pas aussi aimer être une maman. J'en ai juste marre de prétendre que c'est tout ce que je suis. Les portes de la salle de presse se profilaient devant eux. Derrière elle, les caméras attendaient de capturer le moment où la mystérieuse PDG montrerait enfin son visage. Prêt, demanda-t-elle à sa famille. Prêt, répondirent-ils. Et cette fois, elle les crut. La conférence de presse fut un tourbillon de flashs d'appareils photo et de questions rapides. Mathilda se tenait au podium, sa famille regardant sur le côté alors qu'elle entrait enfin dans la lumière. Oui, je suis la PDG de Summit Technologies, annonça-t-elle à la salle comble. Et oui, je suis aussi une mère et une épouse qui fait des biscuits et assiste aux réunions de l'APE. Madame Davison, lança un journaliste. Comment avez-vous réussi à garder ce secret si longtemps?
Les attentes de la société ont rendu la tâche facile, répondit-elle. Personne ne regarde de trop près une femme au foyer. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Greg entra en trombe, flanqué de ses avocats. Ce n'est pas fini, annonça-t-il. Nous contestons l'acquisition. Mes avocats ont trouvé des irrégularités. Vous voulez dire comme votre tentative de cacher des pertes dans des comptes offshore? L'interrompit elle, faisant un signe de tête à David, qui projeta des documents sur l'écran derrière elle. Ou peut-être votre comptabilité créative avec le fonds de pension? Le visage de Greg devint blême. Comment avez-vous? J'ai fait mes devoirs, Greg. Chaque détail, chaque transaction, chaque squelette dans votre placard d'entreprise. Elle se tourna vers les journalistes. En fait, j'ai un dossier complet prêt pour quiconque s'intéresse à la véritable histoire derrière la direction de Techfront. Vous bluffez, cracha Greg. Elle sortit son téléphone et lut. 15 mars, réunion à Singapour, vous avez détourné des fonds de pension des employés pour couvrir des pertes personnelles. 3 avril, contrats antidatés pour cacher. Arrêtez. L'avocat de Greg lui attrapa le bras. Nous devrions en discuter en privé. Mon bureau, dit-elle froidement. 10 minutes. Alors qu'il sortait précipitamment, Lisa s'avança. Maman, c'était incroyable. Ce n'était rien, intervint Grace. Tu aurais dû la voir gérer la fusion de Tokyo l'année dernière. La fusion de Tokyo? Lisa fronça les sourcils. Elle l'a fait en préparant ton costume d'Halloween, ajouta Grace. Les yeux de Lisa s'écarquillèrent. Le costume de robot? Celui que tu as dit avoir mis 3 semaines à comprendre? C'est vrai. La fusion en a pris 4, dit Mathilda avec un petit sourire. Elle se tourna vers les journalistes. D'autres questions? Que pense votre famille de cette révélation? Tous les regards se tournèrent vers Lisa et Harry. Lisa surprit tout le monde en s'avançant vers le micro. J'ai honte, dit-elle clairement. J'ai sous-estimé ma mère parce qu'elle ne correspondait pas à mon idée de ce à quoi ressemble le succès. Mais maintenant, je vois quelle est la personne la plus née que je connaisse, non seulement en affaires, mais dans la vie. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Mathilda sentit les larmes monter, mais les retint. Madame Davison appela un autre journaliste. Qu'en est-il des menaces de Greg? Discutons dans mon bureau, répondit-elle. Je crois que monsieur Greg et ses avocats devraient attendre. Alors que la sécurité vidait la pièce, Harry lui toucha le bras. On peut regarder? Elle réfléchit un instant. En fait, oui. Il est temps que vous voyiez ce que je fais vraiment. Dans son bureau, Greg et ses avocats étaient assis nerveusement. Mathilda prit place derrière son bureau, sa famille et son équipe se tenant derrière elle. Voici comment cela va se passer, commença-t-elle en faisant glisser un document sur le bureau. Vous signerez cet accord acceptant les conditions d'acquisition. En retour, je garderai vos pratiques comptables créatives privées. Vous ne pouvez rien prouver, intervint l'avocat de Greg. Elle appuya sur un bouton de son bureau. Un enregistrement diffusa la voix de Greg, discutant clairement de la manipulation du fonds de pension. C'est illégal, cria Greg. L'enregistrer aussi, ajouta son avocat. En fait, s'avança David. Cet enregistrement provient de votre propre système de sécurité. Nous y avons juste eu accès lorsque nous avons acquis la société. Greg s'affaissa sur sa chaise. Que voulez-vous? Je veux que vous signiez les papiers, que vous vous retiriez avec grâce et que vous ne menaciez plus jamais moi ou ma société. Elle poussa le document plus près. Vous avez 30 secondes pour décider avant que j'appelle la SEC. 28 secondes plus tard, Greg signa. Alors que la sécurité l'escortait dehors, Lisa chuchota. C'était mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu. C'était mieux que n'importe quel film dans lequel j'ai jamais joué, ajouta Grace en riant. Harry s'avança. Mathilda, je dois dire quelque chose. Pas ici, répondit-elle en se levant. David, Grace, occupez-vous du communiqué de presse. J'emmène ma famille à la maison. Dans l'ascenseur, Harry essaya à nouveau. J'ai été un tel imbécile. Oui, acquiesça-t-elle. Tu l'as été. Toutes ces années, je pensais que je subvenais aux besoins de notre famille, mais c'est toi qui nous portais tous.
Tout en te laissant croire que tu étais aux commandes, termina-t-elle. Oui. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le parking. Rentrons à la maison, dit Mathilda. Ces biscuits de la victoire devraient être assez froids pour être mangés maintenant. Alors qu'ils rentraient chez eux, Lisa prit la parole depuis la banquette arrière. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose demain? Bien sûr, ma chérie. Mais d'abord, j'ai une réunion matinale avec des investisseurs à Tokyo. Je peux regarder ça aussi, demanda Lisa avec empressement. Mathilda croisa son regard dans le rétroviseur et sourit. Absolument. Il est temps que tu apprennes que les femmes peuvent tout faire, y compris diriger un empire tout en faisant les parfaits biscuits aux pépites de chocolat. En parlant d'empire, dit doucement Harry. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, acquiesça Mathilda en se garant dans leur allée. Certainement. De retour à la maison, l'odeur familière des biscuits remplissait l'air, mais tout le reste semblait différent. Lisa consulta immédiatement les articles de presse sur Mathilda sur son téléphone, tandis qu'Harry arpentait la cuisine. « Tu es en tendance sur Twitter », annonça Lisa. « Les gens t'appellent la PDG aux cookies et la milliardaire discrète. »« Nous devons parler », interrompit Harry, la voix tendue. « Vraiment parler. » Mathilda sortit la dernière fournée de biscuits du four. « Oui, nous le devons. » Je vais dans ma chambre, Lisa commença à se lever. Non, dit fermement Mathilda. Tu fais aussi partie de cette conversation. Assieds-toi. Ils se rassemblèrent autour de l'îlot de cuisine, le même endroit où ils avaient rejeté Mathilda d'innombrables fois. L'ironie ne lui échappa pas. Comment as-tu pu ne pas me le dire, lâcha finalement Harry. Nous sommes mariés. Nous sommes censés tout partager. Partager? Mathilda rit sèchement. Comme la façon dont tu as partagé ton opinion selon laquelle les femmes ne comprennent rien aux affaires? Ou comment tu as partagé ton mépris pour chaque suggestion que j'ai faite? Ce n'est pas juste. Pas juste? Mathilda frappa la main sur le comptoir, les faisant tous les deux sursauter. Tu veux parler de justice? Parlons de la nuit où j'ai conclu mon premier contrat majeur. J'étais au téléphone dans mon bureau pendant des heures, orchestrant une acquisition de 100 millions de dollars. Tu te souviens de ce que tu as dit quand je suis venu me coucher tard? Harry eut l'air vide. Tu as dit. Si tu comptes perdre ton temps à discuter avec tes amis toute la nuit, au moins fais moins de bruit. Puis tu m'as demandé si j'avais pensé à repasser tes chemises. Les yeux de Lisa se remplirent de larmes. Papa, tu n'as pas. Et toi? Mathilda se tourna vers Lisa. Tu te souviens le mois dernier quand j'ai manqué ton récital de danse? Tu as dit à tout le monde que je regardais probablement des feuilletons et que je mangeais des bonbons. Maman, je suis tellement désolée. Lisa essuya ses larmes. Je l'ai manqué parce que j'empêchais une OPA hostile qui aurait coûté leur emploi à 3000 personnes. J'ai regardé la vidéo de ta performance pendant une pause de réunion du conseil, cachée dans les toilettes de mon bureau, pour que personne ne me voie pleurer parce que je ne pouvais pas être là. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pourquoi es-tu resté? Chuchota Harry. Avec ton argent, ton pouvoir, pourquoi supporter notre manque de respect? Parce que je vous aime tous les deux, dit simplement Mathilda. Et je continuais d'espérer qu'un jour vous me verriez, vraiment me verriez, sans avoir besoin de connaître mon succès. Lisa attrapa un biscuit, puis s'arrêta. Toutes ces fois où tu faisais des gâteaux, étais-tu en fait en appel professionnel avec ton oreillette? Généralement, Mathilda sourit légèrement. Le multitâche devient une seconde nature quand on mène une double vie. L'APE a en fait beaucoup en commun avec les réunions du conseil d'administration. Juste des enjeux différents. J'ai dit à mes amis que tu étais pathétique, la voix de Lisa se brisa. J'étais la pathétique, admit Mathilda. J'étais tellement occupée à essayer d'être cool que je ne voyais pas à quel point tu es incroyable. Chérie, non. Maman, laisse-moi finir. Lisa se leva, les larmes coulant sur son visage. Tu es comme une super-héroïne. Tu as dirigé cette énorme société, tu t'es occupé de nous, et tu nous as laissé te traiter comme si tu n'étais rien. Comment pourras-tu jamais me pardonner? Mathilda tendit la main sur le comptoir et prit la sienne. Parce que c'est ce que font les mères. Nous aimons inconditionnellement. Je ne le mérite pas, chuchota Lisa. Non, Harry se leva. Nous ne le méritons pas.
J'ai été un mari terrible, Mathilda. J'étais tellement absorbé par ma propre importance que je t'ai fait te sentir petite. Mon Dieu, toutes ces fois où je me vantais de subvenir aux besoins de la famille pendant que tu remboursais discrètement l'hypothèque et finançais tes investissements. Amélia se pencha en avant, ses yeux froids et calculateurs. Je gère ça à ma façon. Sa mère fronça les sourcils. Comment? Amélia sourit. La froideur de son expression se transformant en quelque chose de bien plus délibéré. Je le laisse se détruire lui-même. J'ai déjà mis les choses en branle. Il va tout perdre. Ses affaires, sa réputation, et sa position dans le monde. Et une fois qu'il n'aura plus rien, je lui porterai le coup de grâce. L'humiliation qu'il ressentira fera paraître ce que j'ai souffert comme rien. Son père hocha la tête avec approbation. Tu as été patiente, Amélia. Mais ne le laisse pas t'échapper. Fais-le payer. Je le ferai, répondit-elle, la voix ferme. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire payer. Nathan n'était plus que l'ombre de lui-même depuis ses tentatives infructueuses de reconquérir Amélia. Ses appels désespérés, ses emails, ses supplications. Tout tombait dans l'oreille d'un sourd. Chaque jour ressemblait à une bataille acharnée. Le poids de ses actions l'enfonçait plus profondément dans un abîme de désespoir. Au bureau, la pression devenait insupportable. Il avait réussi à conclure quelques affaires ici et là, mais rien qui puisse stabiliser son entreprise. Chaque réunion était un exercice de limitation des dégâts, et chaque investisseur à qui il parlait semblait plus distant, plus réticent à lui offrir la bouée de sauvetage dont il avait si désespérément besoin. Mais alors, un appel arriva. Un appel qui lui glaça le sang. Monsieur Gray. La voix à l'autre bout du fil était inconnue, douce et professionnelle. C'est Gavin Holt de Crestwood Investment. Nous avons examiné les finances de votre entreprise et l'état de vos entreprises actuelles. Franchement, je suis préoccupé. Notre société envisage de se retirer de l'accord. Le pouls de Nathan s'accéléra. Attendez, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous aviez promis. J'ai bien peur que les risques soient devenus trop importants, Monsieur Gray. Nous allons reconsidérer nos options à l'avenir. Nous vous suggérons de trouver rapidement un autre partenaire pour stabiliser les choses. La ligne se coupa avant même que Nathan ait pu répondre. Ses mains tremblaient alors qu'il reposait le téléphone sur le bureau. Les murs se refermaient sur lui. Amélia avait eu raison. Elle avait orchestré cela. Le démantèlement lent et méthodique de tout ce qu'il avait construit. Au fond de son cœur, Nathan savait qu'il n'allait pas s'en sortir. Amélia avait planifié chaque mouvement avec précision, ne lui laissant aucune marge de manœuvre pour s'échapper. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que pour elle, ce n'était pas seulement une question d'affaires. C'était personnel. Et chaque parcelle de son empire qui lui échappait maintenant était un rappel de jusqu'où elle était prête à aller pour se venger. Son entreprise, la chose pour laquelle il avait tant travaillé, lui filait entre les doigts. Et tout était de sa faute. Nathan se tenait devant les fenêtres de son bureau, fixant d'un air absent la ville en contrebas. Il était tard, et les lumières de la ville se brouillaient en une nappe de couleurs. Ses pensées, cependant, étaient tout sauf colorées. Elles étaient sombres, alourdies par le poids de son échec, de son désespoir. Chaque accord qui avait échoué, chaque opportunité qui lui avait échappé, était un rappel de la seule chose à laquelle il ne pouvait échapper. Amélia. Elle l'avait fait. Il pouvait le sentir. Elle avait utilisé son vaste réseau pour démanteler son empire pièce par pièce. Ce n'était pas seulement une question d'affaires. C'était personnel. Et la véritable horreur de la situation le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Toutes ces années de confiance qu'il pensait avoir bâties avec elle, toute cette loyauté qu'il attendait, n'avaient été qu'une illusion. Elle avait discrètement tiré les ficelles depuis le début. Et maintenant, il se retrouvait au milieu des ruines de sa propre vie, luttant pour s'accrocher à tout ce qui pourrait le sauver. Il pensa aux conversations qu'il avait eues avec elle ces derniers jours. Chacune plus tendue que la précédente. Chacune plus désespérée. Son indifférence calme alors qu'il la suppliait de lui pardonner. La froideur inébranlable de quelqu'un qui avait déjà tourné la page. Elle n'était plus la femme qu'il avait épousée. Elle était maintenant une force de la nature, et il en était la victime. Le téléphone de Nathan vibra de nouveau. Un autre message de son avocat. Son estomac se tordit d'effroi,
comme si l'effondrement financier ne suffisait pas. Maintenant, sa vie personnelle s'effilochait également. Le message était bref, mais son contenu glaçant. Les papiers du divorce sont prêts. Elle veut tout. Il frappa du poing contre la fenêtre. C'était ça. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. La richesse, le pouvoir, les relations. Tout ce qu'il avait tenu pour acquis pendant si longtemps lui échappait. Plus tard cette nuit-là, Amelia se tenait devant le miroir en pied dans la grandiose chambre principale de son domaine familial. La douce lueur du lustre en cristal au-dessus projetait des ombres délicates sur son visage. Son reflet la regardait, mais il ne lui ressemblait plus. La femme dans le miroir n'était pas la même que celle qui était entrée dans son mariage 5 ans plus tôt, pleine d'espoir et naïve. Non, la personne qui se tenait là maintenant était quelqu'un qui avait appris, qui avait souffert, et qui avait changé à cause de cela. Elle passa une main dans ses cheveux, sentant le poids de ce qui allait arriver. Les dernières pièces de son plan se mettaient en place. Les accords qu'elle avait orchestrés grâce aux relations de sa famille, le sabotage subtil de l'entreprise de Nathan, les cercles sociaux qu'elle avait discrètement manipulés. Tout avait mené à ce moment. C'était presque trop facile, trop satisfaisant. La vengeance était sienne, et à la fin, ce serait plus qu'il ne pourrait supporter. Mais même alors qu'elle savourait l'idée de sa chute, quelque chose en elle s'agita. Un sentiment qu'elle n'avait pas anticipé. Était-ce du remords? Non. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de lui faire ressentir l'agonie qu'elle avait endurée. Mais sous cette colère, sous la satisfaction de le voir souffrir, il y avait un espace vide. Un espace qui, peut-être, avait autrefois été rempli d'amour. Un amour qui s'était éteint lentement avec le temps, étouffé par la trahison. Peu importe, se dit-elle. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Le bruit de la porte s'ouvrant derrière elle la tira de sa rêverie. Elle se tourna, s'attendant à voir sa sœur, qui était devenue une présence régulière à ses côtés pendant cette épreuve. Mais à la place, c'était son père, debout dans l'embrasure de la porte avec une expression grave sur son visage. « Amelia, commença-t-il, sa voix basse et mesurée. J'ai réfléchi. Tu l'as acculé, mais ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Ne te perds pas là-dedans. Il est facile de se laisser consumer par la colère et la vengeance. » Elle ne répondit pas immédiatement, mais ses lèvres se serrèrent en regardant son père. Il n'avait pas tort. Elle sentait la colère la consumeur. Et pourtant, une partie d'elle savait que c'était la seule solution. Elle n'avait pas le choix. Nathan avait choisi de la briser, de l'humilier. Et maintenant, elle le faisait payer. « Je ne suis pas en colère, » répondit-elle, la voix assurée. « Je suis en contrôle. » Son père l'étudia, ses yeux s'adoucissant légèrement. « Si tu le dis. Mais souviens-toi, nous ne sommes pas comme eux. Nous ne détruisons pas pour le plaisir de détruire. Nous construisons. Nous reconstruisons. Et nous allons de l'avant. » « Je ne détruis rien, » dit Amelia, sa voix presque un murmure. « Je rétablis juste l'équilibre. Tout ira bien une fois que tout sera fini. Tu verras. » Son père hocha la tête, mais il y avait toujours une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « N'oublie pas qui tu es dans tout ça. Tu es plus forte que ce jeu mesquin. Ne le laisse pas te consumer. » Amelia ne lui répondit pas. Elle n'était pas d'humeur à être réconfortée, à recevoir des conseils. Elle avait besoin de tourner la page. Et seule la chute de Nathan pouvait lui apporter cela. Le temps de la prudence était révolu. C'était son tour maintenant. Le lendemain, Nathan était assis à son bureau, fixant le désordre de paperasse devant lui. Tout lui filait entre les doigts. Tout ce qu'il avait construit. Ce n'était pas seulement son entreprise. C'était toute son identité. Il avait passé des années à croire que son succès le porterait. Que son charme et ses relations le maintiendraient à flot. Mais maintenant, il réalisait à quel point il s'était trompé. La prise de conscience soudaine le frappa comme une tonne de briques. Amelia l'avait aidé depuis le début. Et maintenant, elle le détruisait. Il n'y avait pas d'échappatoire. Sa ruine financière n'était pas un malheur aléatoire. C'était un acte de vengeance délibéré. Elle avait discrètement préparé le terrain pour sa chute. Et maintenant, il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Soudain, on frappa à la porte.
La tête de Nathan se redressa vivement. Et son cœur manqua un battement quand il vit qui c'était. Amelia. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa présence imposante et pourtant calme. Il s'était attendu à cette confrontation. Avait imaginé 1000 scénarios dans son esprit. Mais aucun d'eux ne l'avait préparé au regard froid et inflexible dans ses yeux. Amelia, commença-t-il en se levant trop vite. Sa voix presque suppliante. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, je vais tout arranger. Je jure que je vais tout arranger. Elle ne dit pas un mot. Elle s'avança simplement, comblant la distance entre eux. Son regard ne le quittait jamais. Et Nathan se sentit rapetissé sous le poids de son silence. Finalement, elle parla. Sa voix calme et dégoulinant de venin. Tu as eu ta chance, Nathan. Tu crois que je vais te reprendre après tout? Après la façon dont tu m'as humilié? Après la façon dont tu m'as trahi? Nathan tendit la main vers elle. Mais elle recula d'un pas. Ses yeux froids. Tu as tout perdu à cause de tes propres choix. Et je ne serai pas celle qui te sauvera. Son visage se tordit d'angoisse. S'il te plaît, Amelia. Tu dois comprendre. J'avais tort. Tu es la seule qui puisse m'aider maintenant. S'il te plaît. Mais avant qu'il ne puisse finir, elle se retourna et sortit. Le laissant là. Brisée et vaincue. De retour au domaine familial, Amelia resta éveillée dans son lit cette nuit-là. Ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Les mots de Nathan résonnaient dans son esprit. Mais elle les écarta rapidement. Elle en avait fini avec lui. Fini les mensonges. Fini les jeux. Demain, tout se mettrait en place. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, il ne restait plus qu'à le regarder s'effondrer. Et quand il le ferait, elle aurait enfin la paix. La semaine qui suivit la confrontation d'Amelia avec Nathan ressembla à un flou. Chaque jour était un tourbillon d'activités. Publiques et privées. Sa vie, autrefois définie par la discrétion et la subtilité, s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus public et imprévisible. La nouvelle de la ruine financière de Nathan se répandit comme une traînée de poudre. Des chuchotements le suivaient à chaque tournant. Des ragots sur sa mauvaise gestion, ses entreprises ratées et ses scandales personnels. Sa vie, autrefois méticuleusement construite, s'effondrait sous ses yeux. Et Amelia ressentait une étrange et froide satisfaction face à ce chaos. Il ne s'agissait pas des contrats commerciaux ou de l'argent. Ce n'était que de simples outils. Non, il s'agissait de plus que de simples vengeances. Il s'agissait de lui montrer qu'elle n'était pas l'épouse discrète et soumise qu'il avait si facilement écartée. C'était elle qui tenait tout ensemble, dirigeant silencieusement le navire. Et maintenant, d'un seul coup bien placé, elle l'avait défait. Mais au fil des jours, le frisson de la victoire commença à s'estomper. Remplacé par quelque chose d'inattendu. Le sentiment de vide. Le vide qui avait autrefois été rempli par Nathan. Par l'amour qu'elle pensait qu'il partageait. Cela la rongeait dans les moments de calme où elle s'autorisait à ressentir. Elle avait été tellement concentrée sur son plan. Tellement consumée par son besoin de justice. Qu'elle n'avait pas envisagé ce qui se passerait une fois qu'elle aurait gagné. Est-ce tout ce qu'il y a? Se demanda-t-elle une nuit, fixant son reflet dans le miroir. Elle avait le monde à ses pieds. Son nom dans les journaux. La richesse et le pouvoir de sa famille à sa disposition. Mais était-ce suffisant? La réponse n'était toujours pas claire lorsque le téléphone sonna. Brisant le silence dans la pièce. Elle décrocha le combiné sans réfléchir. S'attendant à ce que ce soit l'un de ses employés, ou peut-être son avocat. Mais quand elle entendit la voix de Nathan à l'autre bout du fil, son cœur manqua un battement. Amelia, dit-il. Sa voix rauque de désespoir. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait des erreurs. Je sais que j'en ai fait. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Tu es la seule qui puisse arranger ça. Elle sentit la colère monter en elle à nouveau. Son arrogance. Son sentiment que tout lui était dû. Il pensait pouvoir revenir dans sa vie comme si de rien n'était après tout ce qu'il avait fait. Après l'avoir humilié. Trahi. Non, répondit-elle. Sa voix froide.
plus tranchante qu'elle ne l'avait prévu. J'en ai fini avec toi, Nathan. Tu as fait ton choix. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Et un instant, elle eut presque pitié de lui. Presque. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, dit-il. Sa voix se brisant. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer. Je me suis trompé sur tout. Sur toi. Sur nous. J'étais aveugle. J'ai besoin de toi, Amélia. Ces mots la piquèrent. Elle n'avait jamais voulu qu'il ait besoin d'elle de cette façon. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de contrôle. De son incapacité à accepter qu'elle avait tourné la page. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond. Qui l'empêchait de raccrocher. Peut-être était-ce le son de sa voix. Teinté de défaite. Ou peut-être était-ce la supplication désespérée dans ses mots. Pourquoi, demanda-t-elle. Sa voix tremblant malgré elle. Pourquoi devrais-je t'aider, Nathan? Après tout ce que tu as fait. Après la façon dont tu m'as traité. Il prit une longue pause avant de répondre. Sa voix remplie d'émotions brutes. Parce que je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais réalisé ce que j'avais avant de le perdre. Amélia sentit une boule lui monter à la gorge. Elle ferma les yeux, essayant de repousser les souvenirs de leur début ensemble. Les moments de rire. Les soirées tranquilles qu'ils avaient passées à planifier leur avenir. Cela semblait une éternité. Et maintenant cet homme, cette version de lui, avait disparu. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne peux pas t'aider, dit-elle. Sa voix assurée. Plus maintenant. Tu as détruit tout ce que nous avions. Tu m'as humilié devant nos amis, notre famille. Tu l'as choisi à ma place. Il y eut une autre longue pause. Et puis, la voix de Nathan se fit entendre, faible et suppliante. Je ne la veux pas, Amélia. Je ne l'ai jamais voulu. J'étais un imbécile. Tu étais tout ce dont j'avais besoin. Tout ce que je voulais. Mais j'ai tout pris pour acquis. Je pensais pouvoir tout garder. Mon image, mon pouvoir, ma vie, sans toi. Et maintenant, regarde où j'en suis. Je ne suis rien sans toi. Sa prise sur le téléphone se resserra. Ses jointures blanchissant. Elle sentait les larmes menacées de couler. Mais elle ne les laisserait pas faire. Pas maintenant. Pas après tout. Je suis désolée, murmura-t-elle, bien que ce soit plus pour elle-même que pour lui. Mais c'est trop tard. Sur ce, elle raccrocha, ses doigts tremblants alors qu'elle reposait le combiné. Un instant, elle resta là, fixant le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Elle s'attendait à un soulagement. Mais tout ce qu'elle ressentait était du vide. Le lendemain, l'appel téléphonique persistait dans son esprit alors qu'elle vaquait à ses occupations. Mais elle refusa de s'y attarder. Elle avait pris sa décision, et elle n'allait pas revenir en arrière. Le matin était froid, le ciel gris jetant une humeur sombre sur le manoir. Amélia rencontra son avocat pour finaliser les détails du divorce. Elle s'était assurée de garantir son indépendance financière, de s'assurer que Nathan ne pourrait plus jamais toucher à sa fortune. Son nom, autrefois synonyme de succès, n'était plus qu'une tache dans son passé. Je veux m'assurer qu'il comprenne le caractère définitif de tout cela, dit-elle à son avocat, les yeux brillants de résolution. Qu'il soit clair qu'il n'y a pas de retour en arrière. Pas de seconde chance. Son avocat hocha la tête. Ce sera fait. Il n'aura plus aucun recours. Le cœur d'Amélia resta lourd en signant les papiers, sa signature aussi décisive que les actions qu'elle avait entreprises. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante. Elle avait été forgée au feu de la trahison, et maintenant, elle était intouchable. Pendant ce temps, Nathan était assis dans son bureau, fixant la chaise vide en face de lui. Le silence dans la pièce était suffocant. Il avait essayé d'appeler Amélia, l'avait supplié de l'écouter, mais elle avait clairement indiqué qu'elle en avait fini. La femme qu'il avait autrefois tenue pour acquise avait disparu, et maintenant, avec rien d'autre que l'épave de ses choix, il était laissé seul face aux conséquences. Il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Sa secrétaire entra dans la pièce, brisant le silence. « Il y a une livraison pour vous, monsieur, dit-elle prudemment. Nathan leva les yeux, confus,
mais sa confusion se transforma en effroi lorsqu'il vit l'enveloppe qu'elle posa sur son bureau. L'entête était sans équivoque. C'était de l'avocat d'Amelia. Il l'ouvrit lentement, les mots à l'intérieur lui faisant l'effet d'une condamnation à mort. Papier de divorce. Des semaines passèrent après que Nathan eut reçu les papiers du divorce. Le poids de ses choix, de son arrogance et de sa trahison s'abattit sur lui avec une force implacable. Son entreprise était au bord de l'effondrement, et sa réputation, autrefois impeccable, était maintenant irrémédiablement ternie. La vie luxueuse dont il jouissait autrefois s'était évaporée, ne laissant derrière elle que la ruine de sa propre fabrication. Pendant ce temps, Amelia avançait avec une détermination qui lui avait longtemps échappé. Elle n'était plus la femme qui était restée dans l'ombre, aidant silencieusement son mari à gravir les échelons du succès. Elle avait reconquis sa vie, sa force et son indépendance. Le monde la voyait maintenant non pas comme l'épouse de Nathan, mais comme une force avec laquelle il fallait compter à part entière. Une femme qui avait bâti son propre empire, et qui ne serait plus jamais négligée. Dans les jours qui suivirent leur confrontation finale, Amelia se jeta dans son travail avec encore plus de vigueur. Elle continua à développer l'entreprise familiale, s'étendant sur de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités. Elle était un symbole de pouvoir, de grâce et de résilience. Et bien que la trahison la piquât encore, elle ne la retenait plus captive. Mais même alors qu'elle avançait, Nathan persistait en arrière-plan, sa présence rappelant son passé. Il essaya, à plusieurs reprises, de sauver le peu qui restait de sa vie, mais chaque tentative fut vaine. Il la contacta par divers canaux, lettres, appels téléphoniques, même des connaissances mutuelles, mais elle refusa de s'engager. Elle avait pris sa décision, et il n'y avait pas de place pour lui dans son nouveau monde. Un soir, alors qu'Amelia se tenait sur le balcon de son penthouse, contemplant la ville, elle reçut un autre appel inattendu. C'était Nathan. Un instant, elle hésita, se demandant si cette fois il aurait enfin appris quelque chose. Avec un soupir résigné, elle répondit, « Amelia. » La voix de Nathan se fit entendre, plus basse qu'avant, teintée de chagrin. « Je voulais juste dire, je comprends maintenant. Ce que j'ai fait, ce que j'ai perdu. J'étais stupide. Je pensais que je pouvais tout avoir, l'argent, le pouvoir et l'amour. Mais je vois maintenant que j'avais tort. Tu avais raison sur tout. » Le cœur d'Amelia ne s'emballa pas. Il ne lui fit pas mal. Il se sentait simplement vide, comme une blessure guérie depuis longtemps. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix calme et mesurée. « Pourquoi penses-tu que ces excuses comptent maintenant, Nathan ? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. » « Je ne le mérite même pas, » répondit-il, la voix brisée. « Mais j'ai besoin que tu saches que je vois tout clairement maintenant. Je t'ai perdu, et je ne peux pas réparer ça. Je voulais juste, je devais te le dire. Je sais que tu ne veux plus de moi dans ta vie. Je voulais juste le dire. J'avais tort. » Il y eut une longue pause, le silence épais entre eux. Le regard d'Amelia passa de l'horizon aux lumières de la ville en contrebas. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Pouvoir, richesse, liberté. Mais elle en avait payé le prix. Elle avait perdu l'amour. Elle avait perdu la confiance. Et elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Elle-même. Elle prit une profonde inspiration, le poids de la décision claire dans sa voix quand elle parla enfin. « Au revoir, Nathan, » dit-elle doucement, son ton final, inébranlable. « C'est la dernière fois que nous nous parlons. » Elle raccrocha le téléphone avant qu'il ne puisse répondre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit la paix. Ce n'était pas la paix de la victoire. Ce n'était pas la paix de la vengeance. C'était la paix de savoir qu'elle avait tourné la page sur le passé, qu'elle avait pris le contrôle de son propre destin. Et que rien, pas même Nathan, ne pouvait lui enlever cela. Les mois suivants furent remplis de réussite et de triomphe pour Amelia. Elle étendit l'empire de sa famille, le poussant vers de nouveaux sommets, et se retrouva entourée d'une équipe de personnes qui la valorisaient vraiment pour qui elle était, et non pour ce qu'elle pouvait faire pour eux. Ses parents, autrefois sceptiques quant à sa décision d'épouser Nathan, se tenaient maintenant fièrement à ses côtés, regardant leur fille devenir une force de la nature dans le monde des affaires. Amelia retrouva également la joie dans les petites choses. Les rires entre amis, les moments de calme seuls, et l'aventure occasionnelle. Elle apprit que le véritable épanouissement ne venait pas de la validation externe des autres, mais de l'intérieur.
Elle avait trouvé la paix dans sa propre force. Nathan, en revanche, continua sa chute vertigineuse. Sans elle, sans les relations et le réseau qu'elle lui avait fournis, sa vie n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Son entreprise échoua, et son nom devint synonyme d'échec. Il avait perdu la seule personne qui avait vraiment cru en lui. Et aucun regret ni aucune excuse ne pouvait changer cela. Un jour, alors qu'il était assis dans son bureau, fixant le désordre de papiers et de factures qui encombrait son bureau, il réalisa la vérité de ce qui s'était passé. Il avait choisi son orgueil plutôt que l'amour, son ambition plutôt que la femme qui lui avait tout donné. Et maintenant, il ne restait plus rien. Il était seul, tout comme il l'avait fait se sentir pendant toutes ces années. Mais il était trop tard. Le monde avait avancé, et Amelia aussi. Amelia se tenait devant une grande baille vitrée donnant sur la ville. Un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée lorsqu'elle avait épousé Nathan, mais c'était la vie qu'elle s'était construite. Une vie qui lui appartenait entièrement. Alors qu'elle regardait la ligne d'horizon, un sentiment de contentement l'envahit. Elle était sortie plus forte de la tempête, plus sage, et plus certaine que jamais de qui elle était. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait déjà gagné, simplement en étant elle-même. Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, Amelia sut que son voyage ne faisait que commencer.